C'est toujours avec un immense plaisir que nous vous retrouvons pour commenter l'actualité nationale et internationale sur l'Intelligent TV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être fidèles à la revue de presse grand format. Voyons à présent le sommaire. Je suis en pleine santé, désireux de continuer de servir mon pays, mais comme je l'ai également dit, mon parti dispose d'au moins une demi-douzaine de candidats. Ces propos ont été tenus par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara devant le corps diplomatique lors de la cérémonie de présentation des vœux du nouvel an de la nation au président de la République. Départ des forces françaises d'Afrique, le gouvernement ivoirien dit ne pas faire de commentaires face aux récentes déclarations du président français Emmanuel Macron qui ont suscité de vives réactions à travers le continent. Enfin, en dernière partie de l'émission, nous nous intéresserons à la réaction du gouvernement de Côte d'Ivoire concernant le courrier évoqué par Laurent Gbagbo qui aurait été adressé pour demander sa réinscription sur la liste électorale. Le porte-parole du gouvernement affirme ne pas être informé de cette correspondance. Voilà pour le sommet. Place à présent aux échanges avec nos invités. Ils sont au nombre de deux, ceux qui ont l'honneur et la responsabilité de vous permettre, vous, téléspectateurs, de mieux comprendre ces différentes actualités. Il s'agit de Jean-Hubert Kofo, il est journaliste au service politique de l'intelligence d'Abidjan. Kofo Jean-Hubert, bonsoir. Bonsoir Khalil. Merci de votre présence. Vous nous venez tout droit du palais présidentiel. C'est ça, c'est ça. Bienvenue, merci à vous d'être là pour commenter cette actualité. Nous avons sur ce plateau accueilli Renaud, qui est analyste politique, fondateur de Debout Citoyen, qui, il faut le préciser, est une organisation de la société civile. Ake, bonsoir. Bonsoir, M. Khalil. Bienvenue à vous, merci. Bonne année à tous les deux. Merci de votre présence sur ce plateau. Alors, nous allons nous intéresser à présent au premier sujet. Après avoir été silencieux sur sa candidature à la présidentielle d'octobre prochain, lors de son discours du 6 août et de celui du 31 décembre 2024, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, l'a évoqué ce jeudi 9 janvier 2025 devant le corps diplomatique au palais présidentiel lors d'une cérémonie de présentation des vœux. Je vous propose de l'écouter et on en parle juste après. À date d'aujourd'hui, je n'ai pas encore pris de décision, mais je peux aussi vous rassurer que je suis en pleine santé et désireux. Je suis en pleine santé et désireux de continuer de servir mon pays. Mais comme je l'ai également dit, mon parti dispose d'au moins une demi-douzaine de candidats qui sont dans cette salle. Alors, monsieur, on vient à l'instant d'écouter le président Alassane Ouattara. Alors, quand on l'entend parler ainsi, qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce qu'on se dit que c'est clair, il n'y a plus de doute, il n'y a plus de mystère sur sa candidature en octobre 2025, ou Ouattara nous envoie encore spéculer sur sa candidature? Que faut Jean-Hubert? Non, moi, je ne dis pas qu'il n'y a plus de débat. Je dis que c'est le suspense qui continue. Parce que le président Alassane Ouattara, juste après sa déclaration, j'ai eu à approcher la présidente du Sénat, Mme Kadia Kamara, qui m'a dit comme ça que ce n'est pas un oui, mais ce n'est pas un non. Donc, quand moi je prends dans le sens inverse, je me dis, ce n'est pas un non, mais ce n'est pas un oui aussi. Ça veut dire qu'on est toujours dans la même situation, là où on continue encore à s'interroger, parce que tout le monde se souvient de cette phrase là où il avait dit qu'il avait une demi-douzaine de présidentiables dans son équipe. Il a dit aujourd'hui, la demi-douzaine est toujours là. Ça veut dire que le président Alassane Ouattara, même s'il aurait décidé dans sa chambre peut-être,
mais pour le moment, il ne l'a pas encore fait savoir et on reste toujours dans le flou. Voilà, c'est la même interrogation qui vont continuer. Est-ce qu'il y a véritablement un flou quand il dit je suis en pleine santé, il fait savoir, il attire l'attention presque de tout le monde sur sa bonne santé pour dire qu'il est désireux de continuer de servir son pays. Est-ce qu'il n'est pas clair sur ce coup-là? Moi, je me souviens que avant la présidentielle de 2020, quand le président Alassane Ouattara faisait cette tournée, ses visites d'État à l'intérieur du pays, à chaque meeting, il a dit qu'il est en bonne santé. Il est prêt à y aller, il est prêt à être candidat, mais en même temps, il est prêt à passer la main à une jeune génération, comme il a dit. Sauf si il est toujours allé, au front. Moi, je me souviens de son meeting à Katiola et même à Boisflé, là où il a dit qu'il est prêt à passer la main à une nouvelle génération, si et seulement si ses anciens camarades, ses anciens compagnons, je veux dire ceux qui sont ses adversaires de tous les jours, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, décidaient de se retirer. S'il ne se retirait pas, lui, il serait candidat. Il a dit à Katiola, devant tout le monde. Et finalement, on sait qu'en 2020, voilà, il avait fini par choisir, par proposer Amadou Koulibaly pour être son dauphin. Malheureusement, voilà, Amadou Koulibaly est décédé et ça, bon, ça a été l'argument sur lequel voilà, le RDP s'est basé pour dire, mais écoutez, si Amadou Koulibaly n'est plus là, celui qui avait été choisi n'est plus là, il faut que le président y revienne, et il est revenu. Donc aujourd'hui, quand il dit encore qu'il est bien portant, moi, ce n'est pas nouveau pour moi. Je me dis que c'est un discours que moi, j'ai l'habitude d'entendre. Voilà, je me porte bien, je suis prêt à y aller. Il a dit avant la présidentielle de 2020, et il a choisi Amadou Koulibaly finalement pour être le candidat. Donc aujourd'hui encore, le président Alassane Ouattara peut être bien portant, comme il a dit, je suis bien, je me sens bien, je veux y aller, mais en même temps, j'ai une demi-douzaine qui est là. Et la demi-douzaine est là, voilà. Je pense que moi, on a essayé de poser la question au vice-président, au président de l'Assemblée nationale, Adama Bidoro, qui a été un peu gêné à y répondre, mais vous comprenez que je me dis que le président, il comprend qu'autour de lui, il y a quand même cette demi-douzaine-là qui est là et qui, elle aussi, essaie de le pétiner de temps en temps pour lui dire, monsieur le président, on est là, on est prêt à prendre la succession. Et il le sait, c'est pourquoi justement il a précisé, sinon le président Alassane Ouattara, il n'était même pas obligé de dire aux diplomates que mais j'ai la demi-douzaine. Il aurait pu juste arrêter à je me porte bien, je peux y aller, tout ça encore, et puis on avance. Mais dès lors qu'il précise que mais j'ai ma demi-douzaine qui est là, ça veut dire qu'il sait qu'autour de lui, il y a des cadres qui peuvent faire l'affaire. D'accord. Akei, est-ce que pour vous c'est clair ou pas encore? Ouattara sera-t-il candidat en 2025 ou pas, à votre avis, quand vous analysez ces nouveaux propos qu'il a tenus ce jour? C'est clair, c'est très clair et pour moi, il n'y a pas de doute. Il va se présenter, mais pour moi, c'est une candidature de trop. C'est-à-dire, à un certain âge... Pourquoi une candidature de trop? À un certain âge, il faut savoir partir. Il a 83 ans. 83 ans, il faut savoir partir. La constitution ne limite pas. Non, j'arrive même pas à la Constitution. À sauter. J'arrive même pas à la Constitution. Je dis, à un certain âge, il faut savoir partir. Et lui-même, je vais le prendre au mot, puisqu'il avait préconisé ça à Robert Mugabe. Robert Mugabe était entre 85 et 90 ans, je crois. Et il avait dit qu'il était temps pour Robert Mugabe de quitter le pouvoir et de laisser le pouvoir à une nouvelle génération. À ce moment, il était un peu plus jeune. Et je pense qu'il a été rattrapé par ses propos d'hier. Aujourd'hui, c'est lui maintenant qui, pour moi, je dis, il veut s'accrocher à un dernier mandat ou à un quatrième mandat. Mais ça va aller même plus au-delà. Parce que ça ressemble plus à quelqu'un qui veut mourir au pouvoir, selon moi. Donc, quand on est un homme politique, le test ultime pour un homme politique, pour moi, c'est de pouvoir quitter le pouvoir. C'est le test ultime. C'est-à-dire, si vous avez fait vos deux mandats, votre test ultime, c'est d'abandonner le pouvoir du parti. Et il avait dit ça à Gbagbo, même, je me souviens, à une époque, il avait dit 2 mandats, c'est trop. 2 mandats, c'est beaucoup. Mais là, on parle du 4e. On ne va pas parler du premier mandat de la 3e République ou je ne sais pas de quelle république.
Mais on va vers le quatrième mandat et je pense que c'est un mandat de trop pour son âge. Parce que déjà lui-même il évoque sa santé, pourtant personne n'a parlé de sa santé. Lui-même il évoque sa santé. Mandat de trop pour son âge. Est-ce que son âge est un handicap? Vu son âge à 83 ans, est-ce que Ouattara, c'est vrai, même s'il dit qu'il est bien portant, est-ce qu'il devrait passer la main? Non, d'abord, comparer d'abord le président Alassane Ouattara à Robert Mugabe, je pense que c'est quand même un peu trop. Robert Mugabe, il a été président du Zimbabwe de 1987 à 2017, ça fait 30 ans de pouvoir. Le président Alassane Ouattara, on me dira qu'il a la moitié du chemin, mais il n'y est pas encore. Mugabe, ça à peu près le même âge. C'est l'âge qu'on regarde. Mais en même temps, je me dis que le président Alassane Ouattara, quand même, moi, je me base sur le fait qu'il ait dit, il a encore répété cette phrase de la demi-douzaine. Moi, je me dis que le président Alassane Ouattara, il est encore dans une phase de réflexion. Ou alors, il a décidé de ne plus candidater. Mais il faut toujours faire languir l'opposition, voilà, faire encore bavarder un peu sur la scène politique. Mais moi, je me dis que le président Alassane Ouattara, il ne sera pas candidat. Pourquoi? Parce que le président Alassane Ouattara, franchement, d'abord, on retient de lui, comment dire ça? D'abord, quand on est un homme d'État et qu'on a arrivé sur la scène politique, on a envie de laisser de soi une belle image. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara, après Félix Houphouët-Boigny, vraiment, je pense qu'en termes de présidents qui ont marqué la vie de la Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Ouattara. Parce qu'en termes d'infrastructure, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Je ne pense pas que le président Alassane Ouattara soit dans une philosophie qui veuille que forcément, enfin, qui veuille qu'il parte d'une manière, je veux dire, bizarre, de la violence ou dans je ne sais pas quoi. Parce que justement, quand on est au pouvoir, donc on sent que d'abord, dans son propre camp, il y a des velléités, il y a des volontés de prendre la situation qui sont là, et que les cadres de son propre parti commencent à gesticuler pour se positionner. Quand on force les choses pour rester, pour durer aux affaires, ça peut aller dans n'importe quel sens. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que dans la demi-douzaine dont parle le président Ouattara, où on va aller au-delà de la demi-douzaine, est-ce que vous nous dites là que dans le camp Ouattara même, il y a des gens qui ne sont pas pour le fait qu'il soit candidat? Non, écoute, on va pas chercher à casser le soleil avec la main. Il faut qu'on se dise la vérité. Quand tu vois quelqu'un comme Adama Bitoro, il n'est pas dans une philosophie. Je ne pense pas qu'aujourd'hui Adama Bitoro soit dans une philosophie de soutenir une candidature du président Alassane Ouattara comme il avait fait en 2020. Moi, je rappelle toujours le discours d'Adama Bitoro en 2020. Adama Bitoro en 2020, c'est lui qui avait endossé pratiquement la candidature du président Alassane Ouattara. Là où tout le monde avait peur même de dire que le président doit être candidat, c'est lui qui allait, rencontrer les militants et qui a organisé des meetings. C'est lui-même qui était à la tête de cette première réunion du RADP qui s'est fait à l'Ivoire, où il a demandé aux militants d'appeler ouvertement le président Alassane Ouattara à être candidat. On se souvient de ce meeting qu'ils ont fait au Parc des Sports, où Adama Bitoro, dans une prestation scénique, a dit au président Alassane Ouattara, voilà ta chose, reprends ton pouvoir. Et qu'il aurait vu Adama Bitoro dans son rêve, qui lui aurait dit que redonne à mon père ce qu'il m'a donné. On se souvient de ce meeting-là. Aujourd'hui, ce n'est plus le même Adama Bitoro. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'eau qui a coulé sur le pont. Il y a beaucoup de cadres aujourd'hui au RADP, peut-être qui ne veulent pas parler, mais qui forcément se disent que peut-être qu'aujourd'hui, le doyen, et peut-être que c'est l'heure de partir et de nous laisser la place. Quand tu écoutes un cadre comme comment s'appelle, Adoumani, le porte-parole principal du RADP, dit que au RADP, personne ne peut dire qu'il est candidat si c'est devant sa femme à la maison. Ça veut dire qu'il y en a qui le disent. Ça veut dire qu'il y en a qui le disent. Donc, si déjà on sent qu'il y en a qui le disent,
c'est une toute première, c'est une grande première. Ça veut dire que peut-être que l'heure est arrivée pour le doyen des partis. Je pense que le président Alassane Ouattara, il sent ça au fond de lui. C'est pourquoi justement, quand bien même il dit aux ambassadeurs qu'il est en bonne santé, il est prêt, il se sent prêt d'y aller, il prend garde de briser le fait que, attention, mais il y a la demi-douzaine qui est là. D'accord. Est-ce que vous partagez cet avis? Non, je ne partage pas. Est-ce que vous avez ce même sentiment qu'au RHDP, il y a des cadres qui ne sont pas pour que Ouattara remplisse en 2025? Non, je ne pense pas. Cette demi-douzaine dont tu parles, cette demi-douzaine aussi, souvent fait des déclarations et eux-mêmes ils disent qu'ils préfèrent qu'Alassane soit au pouvoir. C'est eux-mêmes qui plébiscitent même Alassane au pouvoir. Donc on a l'impression qu'on a une demi-douzaine qui ne veut pas prendre ses responsabilités, qui ne veut pas dire au président clairement qu'il est temps, qu'il a 83 ans, il est temps de se reposer et qu'on peut servir son pays autrement qu'être à la tête du pays. Donc ça demande beaucoup de courage, ça demande beaucoup de niaque, mais cette demi-douzaine n'en a pas. Et on voit même avec le RHGP, il n'y a pas de président si ce n'est que le président de la République. Donc vous nous dites là que vous ne croyez pas en cette thèse selon laquelle il y a une demi-douzaine au RHDP. Non, une demi-douzaine le président nous a dit même qu'il avait formé Amadou Gon, qu'il n'avait même pas le temps de former encore un autre en moins de 2 mois des élections. Je ne sais pas si c'était pour les élections de 2020. 2020. Mais attends, j'ai dit, de 2020 jusqu'à maintenant, je pense qu'il a déjà formé son successeur. S'il ne l'a pas encore fait et qu'il parle de demi-douzaine, c'est qu'il n'a rien fait encore. C'est qu'il n'a rien fait et que parmi ces demi-douzaines-là, personne ne peut prétendre être le président du RHGP. C'est un peu curieux. Moi, je dis simplement, au RHGP, on a plus affaire à des carriéristes, à des gens qui font carrière en politique et qui suivent seulement qu'une idéologie. Ils n'ont pas de personnalité, ça manque de personnalité dans le parti. Non, voilà, moi, je pense plutôt que... Et la candidature, pour chuter sur sa candidature, son discours, c'était un peu voilé. Et pour moi, ce n'est pas politiquement correct. C'est-à-dire, quand vous êtes au pouvoir depuis plus de 15 ans, vous ne devez plus commencer à créer un doute ou un flou autour de votre candidature. Ça doit être clair. Et pour moi, ça infantilise la classe politique, ça infantilise même les Ivoiriens. Parce qu'en tant qu'un chef d'État, ne doit pas être seulement le chef suprême, mais il doit être, si on veut dire, l'autorité morale, il doit être un repère moral pour la société. Donc, en tant que repère moral, vous devez être clair et juste, je me présente ou je ne me présente pas. Quand on crée un flou autour de sa candidature, je pense que ça infantilise la société. Et je pense qu'au RHGP, il gagnerait plus à avoir un peu d'écran, à s'affirmer, pour que les populations puissent les connaître, puissent les juger, parce que ce sont des hommes politiques, ils prennent des décisions pour la multitude, ils prennent des décisions qui influencent nos vies. Donc c'est le moment maintenant de montrer la personnalité. Il est sûr que Bitogo a quand même cette envie d'arriver un jour à la présidence, à la tête de la présidence de la République. Mais il n'est pas clair, Bitogo ne parle pas clairement. On a vu, quand vous prenez le PDCI, quand vous prenez Bion par exemple, c'est clair. Voilà, Bion dit, même au temps de Bédié, Bion a dit qu'il voulait se présenter. Ce n'était pas ambigu. Et quand c'est comme ça, c'est plus facile pour la population de commencer à regarder, à juger le personnage, à juger le profil du personnage. Mais entretenir un flou autour de sa candidature ou autour de ses ambitions politiques, je pense que ce n'est pas politiquement correct. D'accord. Jean-Yves, lors de son discours devant le Congrès en avril 2024, je vais parler du président Alassane Ouattara. Il était attendu sur le sujet, il n'en a rien dit. Le 6 août 2024, pour son discours à la nation à l'occasion de la fête nationale, là encore, silence radio. Pareil pour le 31 décembre, dans son discours du Nouvel An. Et là, devant le corps diplomatique, il fait cette déclaration sur sa candidature en 2025. Pourquoi, selon vous, avoir choisi ce cadre diplomatique? Bon, je ne sais pas est-ce qu'il y a possibilité, par exemple, de prendre connaissance d'un discours, du discours de celui qui vient vous dire souhaiter les vœux avant la cérémonie. Je ne sais pas, mais je pense que peut-être que le président Alassane Ouattara s'est dit que peut-être que c'est le moment, c'est le lieu de s'adresser peut-être à la communauté nationale et internationale en même temps. Parce que quand je parcours un peu le discours
du nonce apostolique qui a parlé au nom du corps diplomatique. Le nonce a évoqué le fait que l'élection soit comment dire ça, démocratique, transparente et inclusive. Il a parlé de l'inclusivité de l'élection. Bon, on sait que le président Alassane Ouattara, dans son discours de fin d'année, il a parlé d'une élection démocratique, libre et apaisée. Tout sauf inclusive. Il n'a pas parlé d'exclusivité de l'élection. Or, quand on parle d'exclusivité d'une élection, ça veut dire que tout le monde y participe. Voilà. Et quand on dit tout le monde y participe... Selon la loi. Voilà. Selon la loi. Et quand tout le monde y participe, ça veut dire que même, y compris lui, Alassane Ouattara. Ah oui, parce que quand vous dites que tout le monde y participe, vous ne direz pas que, bon, écoutez, l'élection doit être exclusive, Laurent Gbagbo y participera, Tidiane Thiam doit y participer, mais sans le président Alassane Ouattara. Non. C'est en cela que moi je dis que peut-être que son discours a été un peu une réponse à celui du nonce apostolique qui a beaucoup insisté sur le fait que l'élection soit exclusive, soit inclusive et que l'élection soit apaisée. Voilà. Donc je pense que déjà, peut-être que c'est une sorte de réponse au message du nonce apostolique. Mais en même temps, l'inclusivité, comme le disait la veille, hier, quand on échangeait avec Adjoumani et Touré Mamadou sur l'émission Les Rendez-vous du RAGP, on leur a aussi posé la question sur l'inclusivité de l'élection. Il faut que l'élection, le président Alassane Ouattara, dans son discours, n'a pas parlé d'inclusivité, alors que tout le monde demande à ce que cette élection soit inclusive, que tout le monde y participe. Mais eux aussi, ils ont dit que l'inclusivité, c'est subjectif. Ah oui, parce qu'une élection inclusive, on peut estimer que l'élection est inclusive parce que Akei a participé, donc l'élection est inclusive. Mais si Khalil, lui, l'estime que parce que lui n'a pas été candidat, c'est que c'est pas inclusif, qu'est-ce que tu dirais? Il a raison de dire que c'est pas inclusif. À partir de ce moment-là, il faut nous dire qu'est-ce qu'on attend par élection inclusive. Est-ce que une élection inclusive, c'est cette élection à laquelle forcément Laurent Gbagbo doit participer, une élection à laquelle forcément Tidiane Thiam doit participer, une élection à laquelle forcément Bion également doit participer, et une élection à laquelle forcément moi Kofo aussi doit participer. Ah oui, parce que mine de rien, mais c'est vrai, mais parce que mine de rien, moi je peux me dire, écoutez, moi je suis Kofo, moi aussi je dois être candidat, donc le président Alassane Ouattara doit s'arranger pour que je sois candidat. Si moi je sois candidat, c'est que l'élection n'est pas inclusive. Mais j'ai mes raisons. D'accord. À partir de ce moment-là, j'ai mes raisons. Mais en même temps, le ministre Touré Mamadou, il disait une chose, il a dit qu'une élection inclusive n'est pas forcément le gage d'une élection apaisée, puisque en 2010, après les accords de Pretoria, tout le monde a été candidat. Bédié, Babo, Ouattara, tout le monde a été candidat. Mais le résultat, c'est quoi? C'est 3000 morts. Alors, est-ce qu'une élection inclusive est forcément gage d'une élection apaisée? Ça aussi, c'est une question à laquelle il faut répondre. D'accord. Vous pouvez répondre à cette question? Non, mais ce qu'ils disent, c'est qu'ils font de la politique, ils font de la communication. Ce n'est pas parce que même quand l'élection est transparente que c'est un gage de paix. Non, non, non. Quand on parle d'élection inclusive en Côte d'Ivoire, tout le monde sait que c'est le cas Gbagbo. C'est clair. Donc, ça veut dire il ne faudrait pas qu'on fasse la langue de bois. Quand on veut faire la politique, il faudrait qu'on soit... La politique rime avec quoi? Cohérence, constance et puis clarté dans les propos. Quand on parle d'inclusivité, c'est le cas de Laurent Gbagbo, puisque son cas est politique. Donc si le cas de Laurent Gbagbo, non, je ne suis pas encore je suis en train d'analyser ce que vous venez de dire. Donc quand on parle d'inclusivité, c'est pour le cas de Laurent Gbagbo. Parce que jusqu'à présent, l'État de Côte d'Ivoire ne s'est pas prononcé. Et nous voyons Laurent Gbagbo qui est en train de passer à l'offensive maintenant. Bon, peut-être après on va revenir dans le second sujet. Mais pour dire clair, le chef de l'État, en principe, doit être le garant de la Constitution. Et dans la Constitution, c'est écrit que tout Ivoirien qui jouit de ses droits civiques et politiques peuvent participer à des élections. Et si en Côte d'Ivoire, Gbagbo a un parti politique qui fait des meetings politiques, qui doit participer aux élections. On va parler du cas de Laurent Gbagbo après dans le sujet, mais je voudrais que vous puissiez vous prononcer sur
le cadre dans lequel le président Ouattara a eu ses mots au sujet de sa candidature ou non en 2025 devant le corps diplomatique. Devant le corps diplomatique, c'est une bonne occasion pour lui parce qu'il savait que tout le monde attendait son annonce et depuis ça traînait. Et quand on fait trop durer les choses, après ça devient un jeu d'enfant. Et il devait dire quelque chose, mais il a été flou. C'est pourquoi j'ai parlé de candidatures voilées en temps. Mais le chef de l'État doit être un peu plus clair, plus direct avec la classe politique, qui d'ailleurs même demande même un dialogue pour régler toutes ces petites questions-là. Et s'il faudrait que lui-même se présente, ça ne va pas gêner les Ivoiriens en tant que tel. Moi, je ne pense pas que ça doit gêner les Ivoiriens, mais moi, je dis, pour son âge, c'est le temps de partir. Tout même chose que pour Gbagbo. Tout même chose que pour Laurent Gbagbo, il est temps de partir. Mais le cadre dans lequel il a parlé, je pense qu'il a choisi un bon moment quand même. C'est un moment solennel, un moment officiel où tout le monde prête les oreilles. Ce sont devant les diplomates, les ambassadeurs. Et Macron aussi a choisi ce moment aussi pour s'adresser aussi aux Africains. Donc, chez moi, je pense qu'il a bien fait de choisir ce moment. Mais je suis resté sur ma faim parce que voilà, il a été flou, il n'a pas été clair, il n'a pas été précis. Alors, monsieur, le président Alassane Ouattara est aussi revenu sur sa candidature en 2020. Il s'est exprimé en ces termes. Il était de mon intention de ne plus être candidat parce que j'estimais qu'il fallait passer la main à une nouvelle génération. Aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai bien fait d'accepter la proposition de mon parti. Est-ce un sentiment que vous partagez? Non, mais... A-t-il bien fait? Non, je pense qu'il a bien fait. Il a bien fait. C'est vrai qu'on me dira que, écoutez, pour sa candidature, il y a eu tout ce qu'on a connu en 2020, avec quelques morts qu'on a enregistrés ici et là. Mais je pense que mine de rien, il a bien fait. Parce que sinon, je me dis qu'un parti politique, l'objectif, c'est de garder le pouvoir. On n'organise pas une élection pour que l'autre gagne. On organise une élection pour qu'on gagne soi-même. Alors, est-ce qu'en 2020, le RADP avait un candidat, là, prêt tout de suite, là, pour pouvoir gagner une élection en 2020, là, après la mort d'Amadou Gomes? Je ne pense pas. Non, après 15 ans de pouvoir, ils ne peuvent plus, n'ont pas de cadre sérieux dans 2012. Non, 2020, ça fait 10 ans de pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir. Ils sont là puisque depuis 2000. Le RADP, Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir en 2011, il faut être bien précis, en 2011, en avril 2011, pas en 2010, en avril 2011. Donc de 2011 à 2020, ça fait 9 ans. Non, mais ceux qui sont au pouvoir à ce moment-là, ils sont là depuis 2000. Achille Patrick, par exemple, il était dans le gouvernement depuis 2000. Non, mais si c'est un cadre compétent. Voilà, il ne faudrait pas... Non, si c'est un cadre compétent... Les Bitogo et tout ça, ils sont là il y a longtemps. Non, si c'est un cadre compétent, il ne je veux dire que le RADP en 2020 faisait 9 ans de pouvoir, avait pu faire 9 ans de pouvoir, et en ce moment-là, le président Alassane Ouattara avait, comme tu as dit tout à l'heure, avait dit qu'il ne serait pas candidat. Mais après le décès brutal, brusque du premier ministre Ahmed Koulibaly, est-ce que le RADP avait en ce moment-là le temps de préparer un candidat? Est-ce que ce candidat-là pouvait remporter l'élection? C'est ça. Donc il a bien fait d'accepter la proposition de son parti. Non seulement ça, et en même temps... Il n'exprime aucun regret. Non, bien sûr, grâce à sa maestria, il a réussi quand même à très vite. C'est cette crise post-électorale qui commençait à germer. Il a réussi à taire cette crise-là. Et la Côte d'Ivoire a repris le chemin du développement tranquillement. Moi, je vous dis qu'aujourd'hui, on est en 2025. Si on vous disait qu'en 2020, on a eu une crise post-électorale, vous ne le croirez pas. Voilà. Donc, je pense que la Côte d'Ivoire a pu rapidement passer cette étape-là, grâce aussi à la maestria du président Alassane Ouattara. Alors, ok, vos avis sur ces propos du président Ouattara. Il était de mon intention de ne plus être candidat parce que j'estimais qu'il fallait passer la main à une nouvelle génération. Aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai bien fait d'accepter la proposition de mon parti. Ouais, ça me conforte dans mon idée qu'il ne faut jamais fonder nos institutions sur la vertu des individus. C'est-à-dire les individus peuvent dire ça aujourd'hui et puis demain changer. Et au vu de ces déclarations passées, on comprend que le chef de l'État n'arrive pas à se remettre en cause lui-même. Il n'arrive pas même à penser, non, à changer même le mode de pensée
politique de la société, parce qu'on voit qu'on prend les mêmes et on recommence. Après encore, on prend une personne à gauche, on les déplace, on l'emmène à droite, on prend une autre personne à gauche, on les déplace à droite. Donc les chefs d'État n'arrivent même pas à penser le modèle social politique même de la société. Et ça, si nous ne rompons pas avec cette manière de faire la politique en disant oui aujourd'hui, mais non demain, bien non aujourd'hui, et puis oui demain, on va refaire les mêmes erreurs et ce sont toujours les mêmes populations qui vont souffrir. Les pauvres vont continuer à être pauvres, à souffrir, et les riches, ceux qui sont à la tête de l'État, parce qu'on a l'impression que c'est une oligarchie qui est à la tête de l'État, ils vont continuer toujours à s'enrichir au détriment des populations. Aujourd'hui, on dit non, demain on dit oui, mais aujourd'hui on dit oui, demain on dit non. Bon, je pense que pour des politiciens, ça infantilise la société. Je pense que c'est pas correctement, c'est pas politiquement correct. D'accord, c'est bien noté. Alors, messieurs, avec votre permission, nous allons marquer une petite pause et se retrouver dans quelques secondes pour aborder le deuxième sujet de cette émission. Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes sur l'Intelligent TV, vous suivez la revue de presse grand format, votre émission hebdomadaire qui fait le tour de l'actualité nationale et internationale. Nous allons aborder à présent le deuxième sujet de cette émission, départ des forces françaises d'Afrique. Le gouvernement ivoirien reste silencieux face aux propos de Macron. Les propos tenus par Macron devant les ambassadeurs le lundi 6 janvier 2025 au sujet du retrait des forces françaises basées en Afrique ont suscité de vives réactions à travers le continent. Après les réactions du Sénégal et du Tchad, nombreux étaient ceux qui attendaient de savoir celle de la Côte d'Ivoire. Eh bien, le gouvernement ivoirien a réagi à son tour par la voix de son porte-parole, Amadou Coulibaly, par ailleurs ministre de la Communication. Voici ce qu'il a dit. Nous n'avons aucun commentaire à faire sur les propos du président Macron. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le chef de l'État ivoirien a été assez clair sur les conditions dans lesquelles le camp du 43e BIMA nous a été rétrocédé. Il n'y avait aucune ambiguïté là-dessus. Pour ce qui concerne les pays qui devraient être reconnaissants à la France, en tout cas, moi je ne me souviens pas que la France ait mené de combat pour la Côte d'Ivoire. Donc nous ne sommes pas particulièrement concernés par ces propos. Je pense qu'il faut revenir au discours du président de la République pour voir que peut-être ces propos ne concernent pas notre pays, la Côte d'Ivoire. À qui? Réaction. Bon, moi, le commentaire que fait le porte-parole du gouvernement ne me convainc pas, dans la mesure où il n'a pas donné une réponse claire. Et nous tous, nous l'avons écouté. Pour vous, une réponse claire, c'était quoi? Une réponse claire, c'est-à-dire, quand vous écoutez les propos du président français, les propos étaient insolents, étaient déplacés vis-à-vis de nos institutions, parce que le chef de l'État, c'est une institution. Donc, quand le président de la France parle des chefs d'État africains, il doit parler avec plus de diplomatie, plus de sérieux et puis plus de respect. Et c'est en cela que les Africains ont critiqué la sortie de Macron. Voilà. Et pour moi, ce silence-là est irrationnel. Et dans les relations internationales, c'est les rapports de force qui comptent. Macron ne peut pas même se permettre de parler comme ça peut-être à Poutine ou au président pakistanais ou au président indien ou je ne sais pas, au président américain. Pourquoi? Non, parce que en relation internationale, ce sont les rapports de force. Quand vous parlez comme ça à une de leurs institutions, en réponse, il y a ce qu'on appelle la réciprocité. Ils vont convoquer votre ambassadeur pour lui poser des questions et pour lui transmettre un message à vous transmettre. Vous auriez préféré ça pour la Côte d'Ivoire mais l'ambassadeur... Mais la Côte d'Ivoire devait réagir parce que ce sont nos institutions. En convoquant l'ambassadeur Mais français oui, à Côte d'Ivoire. normalement. Parce que quand, vous savez, en relation internationale, si vous n'êtes pas sur la table des négociations, si vous ne créez pas un rapport de force, vous n'êtes pas sur la table de négociations. Donc vous êtes dans le menu. C'est-à-dire les autres vont parler de vous, mais vous n'aurez rien à dire. Et l'État de Côte d'Ivoire, par ce silence-là, cautionne les propos de Macron. Et moi, chez moi, je dis la Côte d'Ivoire ne peut pas être soumise jusqu'à ce niveau-là.
Voilà. Mais il dit que la Côte d'Ivoire n'est pas concernée par les propos de Macron. Non, mais un État responsable, lorsqu'on se soucie de sa souveraineté et de l'image de son pays, parce qu'il y a une opinion publique internationale aussi. Quand vous écoutez les propos de Macron, il faut faire attention aussi à ceux qui vont écouter. Et si vous ne donnez pas un droit de réponse, ça montre que vous êtes soumis à un niveau où vraiment les populations seront vraiment, je veux dire, aplaties face à ces propos-là, parce que c'est carrément insultant. Alors que Ake estime que cette attitude de l'État de Côte d'Ivoire cautionne les propos de Macron à l'endroit de l'Afrique. On va rappeler que Macron a fait savoir que le retrait des forces françaises en Afrique a été fait de façon concertée par négociation entre la France et les États africains. Il a estimé aussi que les pays africains ne sont pas reconnaissants à l'endroit de la France, qu'il a fallu un déploiement des militaires français dans ces pays africains pour qu'ils soient souverains aujourd'hui. Le Tchad a réagi, le Sénégal a réagi. Est-ce que cette attitude de la Côte d'Ivoire cautionne ces propos de Macron? Non, d'abord, quand le porte-parole du gouvernement dit que la Côte d'Ivoire n'est pas concernée et que la Côte d'Ivoire n'est pas... que la France n'a pas fait de guerre pour la Côte d'Ivoire, non, je suis tout à fait d'accord avec ça. Pas tout à fait d'accord avec ça. Mais en même temps... Pourquoi vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ça? J'en viens, parce que je me dis que, quelque part, même quand tu dois amener quelqu'un à être reconnaissant vis-à-vis de toi pour un acte que tu as posé pour lui, je me dis qu'il y a une façon de poser le problème. Mais je pense que la manière dont Emmanuel Macron y est allé, je pense que c'était vraiment condescendant au point que même quand même on pouvait lui dire merci, ce merci-là, on le ravale. Parce qu'il faut se rappeler qu'en 2011, c'est ce que les médias français nous ont enfin, on a appris ça des médias européens et occidentaux, parce que là, en ce moment, on était encore élèves. Mais en 2011, on se souvient que l'armée française, qui était en Côte d'Ivoire, sous mandat de l'ONU, avait eu, au moment où les forces rebelles devaient rentrer sur Abidjan, avait dit que l'armée française allait bombarder les armes lourdes des forces qui étaient fidèles à Douar-Babo. Que ces armes lourdes-là, c'est des armes lourdes avec lesquelles ces forces-là allaient se défendre. Je me dis que si ces armes-là n'avaient pas été détruites, peut-être que la guerre aurait été encore plus longue. Parce que en quelques mois de guerre, on sait ce que ça donne, 3000 morts. Et si les armes lourdes des forces restées fidèles à Babo n'avaient pas été bombardées par les avions de la France, moi je me dis que la guerre aurait été encore plus longue. Et que l'arrivée au pouvoir du président Alassane Ouattara aurait encore retardé. Donc je me dis que l'intervention de la France à cette époque-là a permis de raccourcir la crise, de faire moins de morts et d'accélérer vraiment l'arrivée aux affaires du président Alassane Ouattara. À partir de ce moment-là, on ne peut pas dire que la France n'a rien fait pour nous. Voilà. On ne peut pas dire que la France n'a rien fait pour nous à partir de ce moment-là. Donc je me dis que... À partir de ce développement que vous venez de faire, vous ne partagez pas ces propos du ministre Amadou Coulibaly? Non, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ce propos du ministre, comment on dit ça, le porte-parole du gouvernement, parce que cette vérité-là seulement déjà, à elle seule suffit pour que l'État du Côte d'Ivoire dise merci à la France. Pour dire que merci d'être intervenu en 2011 pour raccourcir cette guerre-là. Oui, parce que la Côte d'Ivoire serait plongée dans une crise interminable où on aurait peut-être compté des centaines de milliers de morts. Mais heureusement, grâce à l'intervention de l'armée française qui est intervenue là où elle devait intervenir, la guerre, enfin, la crise a été raccourcie, le président Laurent Gbagbo a été très vite arrêté et ça a permis à Abidjan, aux forces pro-Gbagbo d'être maîtrisées et le président Alassane Ouattara a accéléré rapidement son arrivée aux affaires et la paix est revenue. Donc ce n'est pas juste de dire qu'on n'est pas concerné. Donc je me dis que cette armée française-là qui se retire de la Côte d'Ivoire, on devrait pouvoir au moins dire merci, il n'y a pas de souci. Puisque le président Alassane Ouattara, dans son discours du 31 décembre, n'a pas dit merci. Donc, à partir de ce moment-là, bon, on pourrait dire merci, ok. Mais la manière dont Emmanuel Macron il exige ce merci-là, c'est ça justement qui n'est pas bon. C'est en cela que je me dis que le gouvernement ivoirien a bien fait de ne pas réagir, mais de là à dire que l'armée française n'a rien fait pour la Côte d'Ivoire,
Je suis d'accord. Aki a fait savoir aussi que, selon lui, le gouvernement de Côte d'Ivoire devait convoquer l'ambassadeur français juste après ces propos de Macron. Bon, on sait que la Côte d'Ivoire nous a habitués à ces réactions pondérées. N'empêche que quand les soldats ivoiriens ont été arrêtés au Mali, aucun ambassadeur n'a été convoqué. On n'a pas convoqué l'ambassadeur du Mali. Là où certains même avaient souhaité que, oui, effectivement, on convoque l'ambassadeur du Mali pour l'entendre, la Côte d'Ivoire l'a laissé. Les discussions se sont faites au niveau de la CEDEAO, en tout cas par des canaux habituels. Et nos soldats sont rentrés à Abidjan. Donc, la Côte d'Ivoire est habituée à gérer ces genres de cas-là sans forcément en arriver à là. Voilà. Mais je me dis que, pas forcément dire merci à la France, il n'y a pas de souci, mais ce n'était pas bien de dire que la France n'a rien fait pour la Côte d'Ivoire. Je pense que la France a permis quand même à la Côte d'Ivoire d'éviter une longue guerre qui allait créer beaucoup de morts. Ça, je pense que c'est une vérité qui est implacable et ça, il faut le reconnaître. Ok, vous voulez réagir? Ok, moi je vais réagir sur un des propos de Macron qui avait dit par politesse, nous avons laissé la primauté de l'annonce au chef d'État. Justement, ça, l'État de Côte d'Ivoire devait répondre à ça. Est-ce que c'était Macron qui a autorisé à la Côte d'Ivoire de faire cette annonce-là? Ah non, mais le président Alassane Ouattara était clair. Il a dit que c'était un départ concerté. Mais non, ça veut dire on était d'accord sur le fait que tout le monde était d'accord sur le fait que... Parce que le président Ouattara, dans son discours du 31 décembre, il a dit c'est pourquoi j'ai décidé de façon concertée. Est-ce que ce discours du président Ouattara, parce que le porte-parole nous renvoie au discours du président Ouattara, il dit le discours est plus clair et il répond à toutes nos questions. Est-ce que ce discours-là vient pour appuyer, pour conforter les propos de Macron quand il dit que ce départ-là, ça a été fait après négociation? Non, ça a été fait. Attendez, il termine, monsieur. Allez-y. Une minute pour que je vous laisse la parole. Quand on emploie le mot par politesse, ça veut dire en principe, c'était la France qui devait annoncer, mais par politesse, elle a préféré que les chefs d'État le fassent. Mais quand c'est comme ça, c'est blessant. Parce que le chef d'État nous a dit que c'était quelque chose qu'ils se sont entendus. Oui. Et après, il a fait l'annonce. Maintenant qu'on nous dise que derrière, que ce n'est pas politesse, qu'on lui a donné l'autorisation de faire l'annonce, ça montre que nous ne sommes pas encore souverains. Ça, c'est la première des choses que j'aimerais dire. Mais j'aimerais aller encore plus loin. Lorsque vous échangez votre liberté contre la sécurité, vous ne pouvez plus faire marche arrière. C'est-à-dire que quoi? Dans les accords de défense, la Côte d'Ivoire a négocié sans l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, quand vous partez de négocier un contrat qui va influencer la vie, mais qui va influer sur la vie des citoyens ou de la nation, il faudrait que les parlementaires aussi prennent part à ces négociations ou du moins qu'on vienne les présenter d'abord le document, qu'ils lisent, qu'ils statuent sur le document avant d'aller faire un accord bilatéral. Et la Constitution n'a pas été respectée sur ce plan-là. Le chef de l'État, lui seul en chef suprême, a pris une décision unilatérale. Bon, on ne nous a pas dit qu'est-ce qui est écrit dans les accords. En tant que le problème, ce n'est pas que la France quitte le 43e BIMA, mais c'est que les Ivoiriens ne veulent plus, la majorité des Ivoiriens en tout cas, ne veulent plus une armée étrangère sur le sol. Donc, le chef de l'État, en parlant ici, il dit qu'ils vont quitter le 43e BIMA, mais ils ne vont pas quitter le territoire ivoirien. Que ça va changer de forme, ça aura une nouvelle forme, mais sans même préciser. Sans même préciser, et c'était là l'occasion du porte-parole de au moins préciser, d'éclairer même l'opinion nationale sur ces accords-là. Parce que ce sont les accords qui posent problème. Ce ne sont pas le fait que l'armée française ou... Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas forcément ça le problème. Mais ce sont les accords. Eux, ils seront... Cette nouvelle force française qui ne sera plus en Terry va agir comment, dans quel intérêt et pourquoi et quelle sera la contrepartie. Non, voilà. Le président Emmanuel Macron, il a été clair là-dessus. Il a dit que la coopération va se faire au niveau comment dire ça, par exemple, de la vente de matériel, l'équipement de l'armée, les entraînements, tout ça, les renseignements. Ça, c'est ce qu'on dit. Non, mais Emmanuel Macron l'explique. On lise les accords. Il y a ce qu'on dit et puis il y a les dit et il y a les non-dit. Je pense que quand même Emmanuel Macron, il a eu à égrener tout ça. Et ça n'a pas été démenti par un chef d'État. Le porte-parole du gouvernement, c'est vrai qu'il n'a pas voulu commenter ça, mais il n'a pas dit que ça aussi c'est faux. Il n'a pas dit
Voilà, donc je pense que, et puis jusqu'à peu du contraire, on voit qu'il y a des soldats français qui vont entraîner et continuer d'encadrer les soldats ivoiriens au niveau du centre antiterroriste. Donc tout ça, ça montre que la coopération va demeurer. Moi, là où j'ai été blessé par les propos de Macron, là où il était encore blessé par les propos de Macron, c'est quand Emmanuel Macron dit que la France a même été obligée de pousser ses chefs d'État à faire la déclaration pour dire que oui, la France s'en va. Ça veut dire qu'il y a des chefs d'État, il y a des pays qui en réalité ne voulaient même pas que l'armée française parte. Pourquoi Emmanuel Macron ne donne pas quelques noms de pays? Parce que ça veut dire que ces pays-là se disent que vraiment, malgré toutes ces années d'indépendance, si la France part aujourd'hui de leur sol, ils ne seraient pas en sécurité. Bon, enfin, je me demande si la Côte d'Ivoire a fait partie de ces pays-là. Comme le porte-parole du gouvernement n'a pas réagi, bon, mais je pense que la Côte d'Ivoire ne fait pas partie de ces pays-là, parce que la Côte d'Ivoire, voilà des années que le Mali et le Burkina Faso, nos frères voisins, sont, comment dire ça, tiraillés par des terroristes, mais on peut compter du bout des doigts les attentats terroristes qu'il y a en Côte d'Ivoire. Donc je me dis que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a un renseignement et des soldats qui, au plan opérationnel, sont vraiment impeccables, qui permettent de sécuriser le pays. Dans ce cas, on n'a pas besoin d'une armée sur notre sol. Voilà, donc je me dis qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire je ne pense pas que la Côte d'Ivoire fasse partie de ces pays-là qui ont été poussés à déclarer que la France s'en va. Parce que ça veut dire que la France veut partir et que ces pays-là refusent de l'accepter et de le dire. Donc la France les aurait poussés à le dire. Je ne pense pas que la Côte d'Ivoire fasse partie, parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a montré qu'elle peut sécuriser ses frontières. D'accord, on va s'intéresser à présent au dernier sujet de cette émission. On va aller très vite. Réinscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Le gouvernement ivoirien affirme ne pas avoir été informé du courrier de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Vous le savez, c'était le samedi 4 janvier 2025, à l'occasion du comité central du PPACI. Laurent Gbagbo a fait savoir que l'Organisation des Nations Unies a écrit à l'État de Côte d'Ivoire à l'effet d'inscrire son nom sur la liste électorale. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, à l'issue du Conseil des ministres du mercredi 8 janvier, a réagi pour dire on attend la lettre. Ceux qui l'ont, ils peuvent la mettre à disposition. Je n'ai pas été informé de ce courrier. Quel commentaire? Moi, je dis que le président Laurent Gbagbo lui-même, apparemment, il ne sait rien de ce courrier. Parce que sinon, lui, il aurait monté une copie de ce courrier le jour de sa déclaration. Parce que je ne me souviens pas d'un seul instant où de voir Laurent Gbagbo monter pour dire que l'ONU a écrit au gouvernement ivoirien, voilà le courrier. Ils auraient pu le montrer, le courrier aux journalistes, faire des copies et nous le distribuer. À partir de ce moment-là, quand on est au Conseil des ministres et qu'on a en face de nous le porte-parole du gouvernement, on lui dit, monsieur le porte-parole du gouvernement, voilà un courrier que monsieur Laurent Gbagbo nous a présenté, un courrier qui viendrait de l'ONU. Non, mais le courrier qui demanderait que... Non, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. On ne peut pas dire comme ça, de façon lapidaire comme ça, qu'on a envoyé un courrier à un tel. Non, il n'y a aucune preuve. Donc, quand le gouvernement vous dit qu'ils n'ont pas de nouvelles de ce courrier-là, qu'est-ce que, par exemple, le journaliste qui est en face peut lui dire pour le contredire? Il n'a rien pour le contredire, puisque c'est la parole de Laurent Gbagbo contre la parole du gouvernement. Le journaliste, il n'a aucun élément sur lui pour le contredire. Donc, je pense que Laurent Gbagbo, à un moment donné, il faut quand même... moi, je dis toujours que la politique, je ne sais pas comment le dire, mais quand vous montrez que sur le terrain politique, vous n'avez pas un vrai poids politique, c'est inutile de bombarder de la presse. Parce que quand on voit le PPACI qui est allé à une élection locale, on connaît les résultats qui en est sorti. Combien de députés? Juste quelques petits postes de maire ici et là. Donc c'est pourquoi on va mettre son nom sur la liste électorale. Non, je veux dire que ça montre que la formation politique elle-même a un problème de poids politique. Je veux dire sur le terrain politique. Quand le RADP vous dit que le RADP est le plus grand parti de Côte d'Ivoire, il vous donne des chiffres. Et sur la base de ces chiffres-là, c'est difficilement discutable. Vous voyez. Mais quand sur le terrain politique, vous n'avez pas de bons résultats,
et que on passe le temps à bavarder souvent dans les médias, à un moment donné, ça fait c'est un peu pathétique. D'accord. Ok. Si Laurent Gbagbo qui estime qui affirme que l'ONU a écrit au gouvernement de Côte d'Ivoire pour qu'il prenne les mesures pour inscrire son nom sur la liste électorale, mais pourquoi Laurent Gbagbo ne rend-il pas public ce courrier? Mais il n'a pas encore rendu quand on public. vérifie, pour nous autres qui avons pris le soin de vérifier l'information en tant qu'homme de médias, en tant que journaliste, nous avons fouillé sur le site de l'ONU, on n'a rien vu. Pour un tel cas, un tel sujet aussi important, je suis d'accord avec ce que il est vous évident dites. qu'on verrait le courrier sur le site de l'ONU. Mais est-ce que quelqu'un a vu le courrier que Gbagbo a fait à l'ONU? Personne n'a vu. Vous ne demandez pas ce courrier-là aussi. Mais vous savez, quand Gbagbo ne rend pas. Non, non, mais attendez. Laurent Gbagbo dit j'ai compris. que l'ONU a écrit à la Côte d'Ivoire. On veut savoir, selon vous, pourquoi ce courrier n'est pas encore public jusqu'à ce jour? Non, mais attendez. Ce n'est pas Gbagbo de montrer le courrier. Parce que le courrier, attendez que je mette mon nom live. Attends, M. Kofo. Quand l'ONU écrit à la République de Côte d'Ivoire, l'accusé de réception est dans les mains de l'ONU et non dans les mains de Laurent Gbagbo. L'accusé de réception, c'est-à-dire celui qui doit prouver que non, nous avons écrit à l'État de Côte d'Ivoire, c'est l'ONU. C'est l'ONU aussi, attendez. C'est l'ONU, attends d'abord. Mais on peut l'informer. On peut l'informer par voie orale. Maintenant, il faut le partager avec la presse. Pourquoi les journalistes de Côte d'Ivoire ne demandent pas directement à l'ONU? C'est encore plus simple. Non, mais attends, l'ONU est trop loin de nous. Attends, l'ONU n'est pas loin. Aujourd'hui, là, même si tu peux être ici et puis écrire à l'ONU. Mais c'est à l'ONU maintenant de prouver, de démentir, oui ou non, s'ils ont envoyé un courrier à l'État de Côte d'Ivoire. Mais je vais aller même au-delà de ça. Hein? Mais quand Laurent Gbagbo sort comme ça, on sent que c'est un monsieur qui sort à l'offensive. Parce que quand vous avez parlé de son poids politique, ça n'a rien à voir avec l'inscription sur la liste électorale. Ah non, mais attends. Si la liste électorale sont inscrits seulement ceux qui en ont droit, des Ivoiriens qui ne sont pas déchus de leurs droits civiques et politiques. D'accord. Mais dès l'instant que Laurent Gbagbo a eu l'autorisation de créer un parti politique, c'est qu'il a des droits politiques. Celui qui doit inscrire le nom de Gbagbo sur la liste électorale, c'est la CEI. Mais ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire. C'est pas l'État de Côte d'Ivoire. Et j'aimerais même aller encore plus loin même dans ces propos-là, que Gbagbo n'a pas eu droit à un procès en droit. Ce n'est même pas un procès en droit, c'est une confrontation politique. On est d'accord. Parce que même le président de la CEI l'a confirmé. Non, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est le président de la CEI qui l'a dit. Il dit que le problème de Gbagbo est un problème politique. Bon, si c'est un problème politique, qui règle ce problème-là? Aujourd'hui, Gbagbo pêche du fait que de son passé, parce que en politique, d'après lui-même, on ne fait pas la passe à l'adversaire. Vous-même, vous l'avez rappelé, on ne fait pas la passe à l'adversaire. Et le pouvoir ne se partage pas. Donc, si hier, il était resté ferme sur ses positions, aujourd'hui, il ne serait pas dans cette position-là. Donc, aujourd'hui, il n'a qu'à s'apprendre à lui-même. Et ce n'est pas pour défendre Laurent Gbagbo, mais moi, je pense qu'il n'a pas eu droit à un procès équitable en droit. Donc, si on doit régler les problèmes politiques, c'est directement un dialogue, soit avec la CEI, parce que ce n'est pas le président de la République qui inscrit sur les listes électorales, c'est seulement la CEI. Et la CEI avait dans sa main une décision de justice de la Cour africaine de justice. Elle pourrait se prévaloir de cette décision pour inscrire. Cette sortie de Laurent Gbagbo a fait quand même réagir parce que certains ont estimé qu'à l'époque où il était président, il, on va dire, s'en foutait des recommandations, des instructions de l'ONU. Et aujourd'hui, qu'il est dans l'opposition, il met en avant l'ONU. Non, mais ce qui est vrai, c'est que toutes ces résolutions, non, pas les résolutions, et toutes ces mesures que les instances juridiques et judiciaires internationales prennent ne sont pas contraignantes. Non, ça n'oblige aucun parti, ça n'oblige pas le pays absolument à
à s'exécuter. Donc vous Voilà. dites là, donc si je on me vous dis que- comprend, s'il a avéré que l'ONU a écrit à l'État de Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire n'est pas obligé. Il n'est pas même pas obligé. Attends, c'est une affaire de justice. Et la Côte d'Ivoire est un pays souverain. La Côte d'Ivoire est Mais un pays elle a signé souverain. le protocole d'accord, elle reconnaît Non, la la Côte d'Ivoire déclaration est un des pays droits de souverain, l'homme. mais Elle est encore que- encore aussi à encore l'ONU, que- donc il ne faudrait pas dire Non, qu'elle non, ne va pas... on va se encore écouter, s'il vous plaît, encore allez-y. que je pense qu'il faut que Laurent Gbagbo d'abord, dans un premier temps, parce qu'on ne peut pas se faire discuter sur une affaire qui n'existe pas. Il faut que Laurent Gbagbo d'abord nous prouve que il a effectivement, enfin, que l'ONU a effectivement écrit d'abord. L'ONU de prouver, c'est l'ONU qui a Non, écrit. c'est Laurent Gbagbo qui en parle. Mais lui, il en parle, mais C'est l'ONU a écrit. C'est Laurent Gbagbo qui en parle. Nous, on ne savait même pas qu'il y avait une affaire de l'ONU disant. C'est Laurent Gbagbo qui en parle. Donc il faut que Laurent Gbagbo nous montre que, voilà le document qui montre que l'ONU, voilà le courrier que l'ONU a envoyé à la Côte d'Ivoire. Parce que moi, je suppose que si l'ONU doit envoyer un courrier à la Côte d'Ivoire, l'ONU va faire peut-être ampliation à Laurent Gbagbo pour qu'il sache que, voilà, on a envoyé le courrier à tel jour. C'est clair que Laurent Gbagbo aura une copie. C'est clair, parce que si vous êtes le plaignant dans une affaire et que vous saisissez un juge, le jour où on envoie une demande, une convocation, ou je ne sais quoi, forcément vous serez informé. Voilà. Donc j'imagine que Laurent Gbagbo, en principe, il doit avoir. Vous, en tant que journaliste, vous pouvez aussi vous adresser à l'ONU pour demander si réellement l'ONU a donné tout. Non, mais pour est-ce le que moment, c'est interdit? non, pour le moment, mais un journaliste doit aller à la source, même si vous n'avez pas à aller sur Gbagbo, vous devez aller à nos l'ONU. confrères qui étaient au conseil des ministres en ont profité pour poser la question au porte-parole du gouvernement, qui dit que lui, il n'a pas écho de ce courrier-là. Peut-être qu'avec le temps, d'abord, on va retourner peut-être vers Laurent Gbagbo pour savoir, mais voilà ce qu'ils disent, et on va voir que faire. Mais je pense que Laurent Gbagbo, dès le premier jour où il a parlé de l'affaire, où il a dit que l'ONU lui a écrit, pour dire, c'est comme ça qu'il a dit, l'ONU lui a écrit, il pourrait dire, mettez Gbagbo. Voilà. Donc on attend que, normalement, il aurait dû nous dire, voilà le document qui le prouve. Je pense que ça manque. Et Laurent Gbagbo devrait se faire. C'est maintenant que nous savons, je vais terminer par là, c'est maintenant que nous savons cette histoire. Et maintenant, s'il faudrait que Gbagbo emmène les preuves, bon, moi aussi, je serais très intéressé à voir qui dépose les documents. Mais moi, j'aimerais dire une dernière chose. La justice en Côte d'Ivoire, chez moi, est devenue une autorité politique. Parce qu'elle est la sorte d'une idéologie politique et ça commence à être gênant. Ça discrédite l'institution elle-même. Je pense que le cas Gbagbo est un peu gênant et l'État de Côte d'Ivoire gagnerait plus à régler cette histoire-là avant les élections pour que tout le monde aille en campagne et chacun fasse face aux électeurs. Laurent Gbagbo avait dit, moi aussi je ne te mets pas une phrase, Laurent Gbagbo avait dit qu'un homme politique à partir de 75 ans, il ne peut plus être président parce que 75 ans passés, je suis d'accord. Il ne peut plus réfléchir. Moi, mais je ne suis pas d'accord qu'il a plus que ça, il a 80 ans, je crois. C'est beaucoup trop. Hein, donc, normalement, lui-même, il ne devrait même pas chercher à être candidat. Puisque lui-même, il a dit, au-delà de 75 ans, un homme politique n'a plus la force. Ça, je suis d'accord, mais le discours il a été tenu par tous nos hommes politiques. Quand il était en vie, il a dit, Ouattara l'a plusieurs fois dit, Gbagbo le dit à tout moment. Bon, on attend de voir ce que ça va donner en 2025. On espère que tout va se passer dans de très bonnes conditions et qu'on aura une élection apaisée comme l'a promis le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Messieurs, merci à tous les deux d'être venus pour commenter cette actualité avec nous. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci de votre fidélité au programme de l'Intelligent TV. La revue de presse grand format revient la semaine prochaine sur la même antenne pour d'autres informations à décrypter pour vous. Merci et puis bonsoir.